Salut, Sydney. Ouf! Enfin, après tant d'attentes, Scream 7 est enfin là. La question n'est pas qui crie, mais qui te sourit en aiguisant le couteau, qui te l'a fait à l'envers, t'enlace d'une main et tient le poignard de l'autre. Tout commence avec une voiture qui avance sur une route hostile plongée dans l'obscurité. Dans cette ambiance inquiétante, on voit arriver Scott et sa petite amie, Madison, qui ont conduit pendant de longues heures, dans le but d'atteindre la célèbre maison de Stu Macher. Scott, un admirateur déclaré et enthousiaste du cinéma d'horreur, et en particulier de la saga cinématographique Staff, ne peut pas contenir son émotion. Il demande à Madison de lui prendre une photo devant la façade, et elle accepte, capturant plusieurs images pendant qu'il pose avec une fascination évidente. Quelques minutes plus tard, ils entrent dans la propriété en utilisant le code 7822, prennent la clé, ouvrent la porte et franchissent le seuil. La maison se présente devant eux comme une scène de crime, soigneusement préservée, presque intacte, comme si le temps n'avait pas réussi à effacer l'écho des événements qui s'y sont déroulés. Scott démontre qu'il connaît chaque détail avec une précision obsessionnelle. Il indique l'endroit exact où Sydney a poignardé Billy avec le parapluie, et récite des faits comme s'il était un guide spécialisé. Pendant que Madison se dirige vers la salle de bain pour se rafraîchir, Scott parcourt les lieux avec un mélange de curiosité et de vénération. Il observe chaque recoin, prend des photos sous différents angles, et se laisse imprégner par l'atmosphère du lieu. Cependant, lorsque Madison part à sa recherche et prononce son nom, Scott ne répond pas, le silence commence à devenir gênant. Soudain, Madison tombe sur Ghostface. Le choc la paralyse pendant une seconde, avant que l'instinct ne la pousse à courir vers l'extérieur. À la porte, elle trouve Scott, qui la saisit, et la ramène à l'intérieur pour lui montrer qu'il ne s'agit que d'un robot. Madison hésite. Ce qu'elle a vu lui a semblé trop réel. Cependant, en lui retirant le masque, Scott lui prouve qu'il a raison. C'est effectivement un androïde connecté à un système. Plus tard, ils arrivent dans la salle où Stu a organisé la fête, dans le but d'attirer Sidney Prescott vers son destin fatal. Ensuite, ils se dirigent vers la cuisine. Scott continue d'étaler ses vastes connaissances sur la maison et son passé. Lorsqu'ils reçoivent soudainement un appel téléphonique, c'est le classique appel de Ghostface, cette fois pour souhaiter la bienvenue à Scott et Madison. La voix à l'autre bout du fil leur pose des questions sur des films d'horreur et leur propose le jeu habituel et macabre. S'ils répondent incorrectement, ils mourront. Scott répond facilement aux deux premières questions, démontrant ainsi sa compétence en tant que passionné du genre. Cependant, la troisième question, liée au film Viernes Yellow, s'avère être une question piège. Cette fois, c'est Madison qui les sauve avec la bonne réponse. Après leur bonne réponse, Ghostface annonce qu'ils ne seront pas poignardés aujourd'hui et coupe la communication. Scott note que Madison est mal à l'aise et troublée par l'expérience. Néanmoins, elle, essayant de lui faire plaisir, lui assure qu'elle fera l'effort de s'amuser pour lui, même si l'horreur n'est pas vraiment à son goût. Lorsque Scott s'éloigne un instant, Madison reçoit un appel provenant d'un numéro inconnu. À l'autre bout du fil, une voix froide et menaçante lui assure qu'elle mourra cette même nuit. Au début, elle suppose qu'il s'agit d'une mauvaise blague organisée par Scott. Mais lorsque la voix l'insulte et lui annonce brutalement qu'elle mourra aujourd'hui, l'inquiétude devient colère. Décidée à le confronter, elle le cherche dans la maison sans réussir à le trouver. Au cours de ses recherches, elle croise à nouveau le robot déguisé en Ghostface, et en l'observant attentivement, elle confirme qu'il ne s'agit que de l'androïde. Cependant, en quelques secondes, un autre Ghostface apparaît, dont la façon de bouger semble trop naturelle, presque humaine. Madison réagit rapidement et le frappe avec détermination, mais il s'avère alors qu'en réalité, sous le masque, se trouve Scott. Cependant, il remarque que le robot ne se déplace pas comme il le devrait selon sa programmation. Intrigué et alarmé, il s'approche pour vérifier, et sous le regard stupéfait de Madison, il poignarde l'androïde. À cet instant, la tension explose, Madison, prise de panique, s'enfuit désespérément. Ghostface la poursuit sans relâche, elle essaie de se défendre, le frappe avec des projecteurs qu'elle trouve à portée de main, mais finit par rester suspendue à une lampe. Elle perd l'équilibre, tombe sur Ghostface. Alors qu'elle tente de fuir, il se retourne avec un couteau et la blesse mortellement. Ensuite, il met le feu à l'endroit, laissant les flammes consumer la maison et le corps de Madison, puis il s'en va sans se retourner. La scène évolue, et nous rencontrons Tatum Evans, surprise dans sa chambre par son petit ami Ben Brown. Il a décidé de lui rendre visite de façon impulsive parce que, selon ce qu'il lui dit, une scène de Stab lui a fait penser à elle, celle où le petit ami de Sydney entre par la fenêtre. Entre rires et nervosité, il commence à l'embrasser avec passion. Cependant, la situation est interrompue lorsque la mère de Tatum frappe à la porte et lui fait savoir qu'elle sait parfaitement que Ben était là. Sidney Prescott demande alors à Ben de partir, en argumentant qu'il est trop tard pour continuer la visite.
Ensuite, Tatum confronte sa mère, l'accusant d'hypocrisie et lui rappelant que tout le monde sait que son petit ami entrait aussi par la fenêtre. Cependant, en voyant le malaise et la détresse sur le visage de sa mère, son ton devient plus serein. Il lui demande si les événements décrits dans le film se sont réellement passés comme ils sont montrés. Plus tard, Sidney Prescott discute avec son mari, Mark, et lui dit que leur fille ne s'est pas montrée trop contrariée, car il a été gentil et compréhensif. Malgré tout, elle admet qu'elle restera une mère surprotectrice, toujours inquiète pour leur fille. La conversation aborde alors un sujet délicat. Lorsque Mark demande si leur fille a déjà franchi le pas avec son petit ami, Sidney répond non, mais reconnaît que cela arrivera bientôt. Entre réflexion et nostalgie, ils se rappellent leur première fois. Sidney et Mark affirment que cela s'est produit à 17 ans. Cependant, avec un sourire complice, il admet qu'en réalité il avait 15 ans, lorsqu'il a dit qu'il en avait 17. Le lendemain matin, on voit Tatum prendre une veste qui avait appartenu à sa mère. Ce geste, apparemment innocent, provoque une réaction inattendue. Sa mère s'énerve en la voyant avec le vêtement. Face à cette tension soudaine, Tatum décide de le remettre à sa place et de partir sans le porter. Cependant, sa mère la suit pour s'excuser et lui expliquer qu'elle peut la garder, car elle pensait à tort qu'elle l'avait déjà donné. La conversation devient plus profonde lorsque Tatum lui reproche qu'il semble presque interdit d'en apprendre davantage sur son enfance, comme si c'était un territoire interdit. Avec une certaine ironie, il ajoute que sa propre vie est exposée partout sur internet, puis il s'en va, laissant derrière lui un silence chargé de malaise. Sur le chemin du travail, Sidney Prescott croise Lucas, qui participe également au groupe de théâtre avec sa fille Tatum. Lucas précise qu'il appartient à l'équipe technique et gère l'éclairage. À ce moment-là, la mère de Lucas, Jessica, arrive pour réitérer ses excuses, car Lucas avait parlé à Sidney Prescott d'un documentaire sur Ghostface, un sujet qui met clairement Sidney Prescott mal à l'aise et ravive de vieilles blessures. Plus tard, Tatum retrouve ses amies Anna et Chloé, et elles sont récupérées par Ben, le petit ami de Tatum, devant le théâtre de l'école. Nous rencontrons Aaron, un autre camarade qui participe à la mise en scène, mais la répétition ne se passe pas comme prévu. Distraite et nerveuse, Tatum rate sa sortie dans une scène. Le directeur du théâtre lui demande sévèrement de cesser d'être si timide et d'être plus déterminé, voire d'aspirer à être comme sa mère. Cette remarque la trouble-t-elle? Par la suite, Tatum demande à Ben s'il l'aperçoit vraiment comme une personne timide. Il répond qu'il la trouve douce et calme, des qualités qu'il apprécie profondément. Cependant, Tatum insiste sur le fait qu'au fond, cela revient à de la timidité. Elle lui demande alors pourquoi il l'aime. Ben, avec une sincérité presque naïve, admet que cela semble ringard, mais il aime la façon dont elle le regarde. Comment elle lui fait sourire sans effort, comment il pense à elle et sourit en s'en souvenant. Cette spontanéité, dit-il, l'attire particulièrement. Pendant ce temps, chez elle, Sidney Prescott reçoit un appel perturbant. C'est Ghostface. D'une voix étrangement familière, il lui dit qu'il l'a enfin retrouvée et qu'elle lui a manqué. Ensuite, il lance un appel vidéo pour l'intimider. Sidney essaie de garder son sang-froid et lui rappelle que Stu Matcher est mort. Cependant, il lui prouve qu'il possède des informations précises et récentes. Il sait que sa fille s'appelle Tatum, et il commente que c'est un détail charmant. Il ajoute ensuite, d'un ton menaçant, qu'il se trouve dans l'école de sa fille, plus précisément dans le théâtre, et il le montre en appel vidéo. Alarmé, Sidney Prescott se rend immédiatement sur place et, en même temps, appelle son mari pour l'avertir de la situation. Dans le théâtre, Hannah répète une scène avec Aaron. Il n'arrive pas à interpréter correctement son rôle, ce qui pousse Hannah à lui crier dessus avec frustration. Soudain, les lumières s'éteignent complètement et Aaron disparaît de la vue. Dans la pénombre, quelque chose entoure Hannah et la traîne. Ghostface émerge lentement des ombres. Ce qui suit est une attaque brutale. Il la blesse progressivement et sans pitié, puis met fin à sa vie dans l'obscurité de la scène. C'est à ce moment-là que Sidney arrive et, le cœur serré, découvre le corps sans vie de Hannah sur la scène. La scène est dévastatrice. Quelques minutes plus tard, la police arrive et, après une brève inspection, découvre aussi le corps d'Aaron, abandonné dans l'ombre du théâtre. La menace n'est plus un simple avertissement, elle est réelle, tangible et brutale. Sidney localise immédiatement sa fille, Titan, et lui annonce qu'elles devront déménager ailleurs pour éviter tout risque. Cependant, son mari, Mark, décide de ne pas les accompagner. En tant qu'officier, il considère que son devoir est de rester et de capturer le responsable de ce massacre. De plus, il propose une possibilité stratégique. Il suggère que Ben, expert en technologie, pourrait localiser ou vérifier l'appel que Stu aurait soi-disant passé à Sidney, pour confirmer s'il s'agit de quelque chose d'authentique ou d'une manipulation. Sidney, toujours dominé par la peur et la méfiance, rejette l'idée et garde Ben éloigné de sa fille. Une fois dans la maison des Evans, ils inspectent soigneusement chaque pièce, chaque couloir et chaque recoin,
s'assurant qu'il n'y a aucune menace immédiate. Cependant, ils négligent un détail crucial au plafond. Caché dans la pénombre, quelqu'un les observe. C'est Ghostface, et dans un moment d'inattention, alors que Sidney et Mark pensent avoir le contrôle de la situation, Tatum se retrouve momentanément seul. Lorsqu'il la revoit, la tension monte d'un cran. Mark est obligé de baisser son arme pour éviter que l'assaillant ne blesse sa fille. Profitant d'un instant de distraction, Mark parvient à frapper l'agresseur et un affrontement direct éclate. Cependant, le seul à être gravement touché est Mark lui-même, qui se cogne violemment la tête et tombe inconscient. Avec rapidité et détermination, il conduit Tatum vers une cachette secrète à l'intérieur de la maison. Pour s'échapper, ils doivent traverser un faux mur qui mène à une sortie alternative. Mais Ghostface les découvre et commence à poignarder frénétiquement les murs, essayant de les atteindre. Dans un geste désespéré, Sidney utilise une barre métallique à portée de main pour plier le couteau de l'agresseur, gagnant quelques secondes cruciales. Toutes deux s'enfuirent vers l'extérieur, poursuivis sans relâche, lorsque Ghostface parvient à les rattraper hors de la maison. Une voiture arrive alors à grande vitesse et le percute violemment. Du véhicule descend Gale Weathers, accompagné de son équipe de tournage de la Canal 7 Mindy et Chad. Sans perdre de temps, ils arrachent le masque de l'assaillant. Et ils découvrent qu'il s'agit d'un parfait inconnu nommé Carl, qui s'était échappé d'un hôpital psychiatrique il y a à peine 3 semaines. Peu après, Jessica et Lucas s'approchent de Sidney pour lui exprimer leur soutien et leur solidarité. Sidney, encore sous le choc, les avertit qu'ils doivent redoubler de prudence. À ce moment-là, Gale intervient et souligne fermement: Todos son sospechosos, pues la experiencia demuestra... il n'y a jamais qu'un seul Ghostface, toujours plusieurs complices. La tension monte quand Sidney et Gale reçoivent un nouvel appel. La voix se présente comme Stu Matcher, d'un ton menaçant. Il affirme qu'il les tuera cette fois. Il ajoute, avec une nostalgie troublante, que les temps où il travaillait bien, où tout n'était que feu pur, lui manquent. La menace est directe et personnelle. Sidney et Gale réalisent qu'elles doivent agir, non plus seulement réagir. Elles décident d'unir leurs forces, d'enquêter en profondeur sur l'affaire et, une bonne fois pour toutes, de mettre fin à ce cauchemar qui ne cesse de ressurgir. Sidney quitte sa famille, décidée à retourner à l'hôpital psychiatrique d'où Carl s'était échappé. Sidney, convaincue qu'elle y trouvera des réponses cruciales, accompagnée de Gale, arrive sur place et insiste pour examiner les affaires du patient évadé. Ils interrogent le docteur responsable, mais celui-ci se montre évasif et refuse de fournir des informations pertinentes. La situation change lorsqu'ils lui montrent une photo de Stu Matcher. Le médecin reconnaît que l'homme sur la photo a visité l'hôpital, où il se faisait appeler John car il disait avoir oublié son vrai nom. Selon les dossiers, il a été autorisé à sortir il y a seulement 2 semaines et avait une relation très proche, presque troublante, avec Carl. Pendant ce temps, Mindy et Chad observent Lucas avec une suspicion croissante, ce dernier fixant la maison des Evans d'une manière étrange et insistante. Tous deux préviennent Tatum qu'à ce jeu, tout le monde est un suspect potentiel, même son propre petit ami. Sous pression et incertaine, Sidney demande comment contribuer pour ne plus se sentir inutile face à une menace qui les dépasse. D'un autre côté, Sidney et Gale intensifient leurs recherches pour localiser Stu. Finalement, Sidney accepte d'accorder une interview en direct à Gale, dans l'espoir de provoquer une réaction et de l'obliger à se montrer. Parallèlement, Mark tente de localiser sa fille, Tatum, dans la maison. Ne la trouvant pas dans sa chambre, il descend précipitamment, mais la seule chose qu'il trouve, c'est son propre destin. Ghostface apparaît soudainement et le frappe brutalement. Plus tard, les jeunes se réunissent dans le restaurant de la famille de Chloé, car il y a un couvre-feu et tout le reste est fermé. Ils se réunissent pour débattre et tenter d'identifier l'infiltré, tandis que les accusations et soupçons se multiplient dans une atmosphère tendue et méfiante. Au même moment, Sidney et Gale se préparent pour l'interview en direct, convaincus que Stu Matcher relèvera le défi public. Cependant, pendant la diffusion, ils ne reçoivent aucun appel au début, alors ils commencent à dialoguer ouvertement. Gale demande à Sidney si elle craint que ces traumatismes se reproduisent chez ses 3 filles, rappelant que l'une a l'âge qu'avait Sidney. Quand tout a commencé avec Tatum, la question la déstabilise profondément. La diffusion est brusquement interrompue, et à ce moment-là, le téléphone sonne. C'est Stu Matcher. Il dit à Sidney sur un ton provocateur que sa fille a enfreint le couvre-feu, est désobéissante et qu'il va la punir. Il ajoute, avec un calme calculé, qu'il se trouve devant le restaurant où elle est avec les autres. La menace n'est plus symbolique, elle est immédiate et personnelle. Ben, pendant ce temps, se dirigeait avec Tatum pour retrouver sa mère, essayant de garder son calme au milieu du chaos grandissant. Pendant le trajet, Sidney ouvre l'ordinateur portable de Ben et découvre quelque chose de troublant. A-t-il manipulé et monté les vidéos pour que la silhouette de l'assaillant ressemble délibérément à Stu ?
La révélation la bouleverse profondément, sans hésiter, elle confronte Ben et submergée par la colère et la trahison, elle le frappe. En sortant précipitamment du restaurant, elle se retrouve aussitôt face à un Ghostface qui l'observe en silence. De retour dans le restaurant où se trouvent les jeunes, Chloé propose d'aller chercher la pizza, tandis que Lucas se dirige aux toilettes. Les autres restent sur place, inconscients de la menace imminente. Soudain, ils remarquent que les sorties sont bloquées. Ils sont enfermés. La sensation d'enfermement se transforme en panique lorsque Ghostface apparaît et se jette sur Chloé avec l'intention évidente de la tuer. Les autres jeunes essaient d'intervenir, mais l'agresseur les frappe aussi et les laisse étourdis. Chloé parvient à s'échapper momentanément, et dans sa fuite, elle croise Lucas. Il lui assure qu'il reviendra la protéger et retourne dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, il réapparaît grièvement blessé et s'effondre au sol, touché mortellement. Chloé, paralysée par la terreur, se cache derrière des meubles en voyant à nouveau Ghostface s'approcher. Elle retient sa respiration, essayant de ne faire aucun bruit, mais le silence ne la sauve pas. Le tueur la trouve et l'attaque sans pitié. Quelques instants plus tard, Lucas semble réagir brièvement, mais Ghostface le saisit violemment et l'empale sur une surface tranchante, scellant ainsi son destin. En parallèle, Tatum continue de courir désespérément tandis que Ghostface la poursuit dans les rues sombres. Finalement, elle parvient à le semer pendant quelques secondes. C'est alors que Ben apparaît, la voix entrecoupée. Il lui assure qu'il ne la trahirait jamais, et qu'il a seulement manipulé les vidéos dans le but de comparer des images et de trouver des motifs, pas pour incriminer qui que ce soit. Mais l'explication arrive trop tard. Ghostface surgit de l'ombre et l'assassine devant elle, sans que Tatum ne puisse rien faire pour l'en empêcher. Dévastée et terrifiée, Tatum reprend sa fuite avec les dernières forces qui lui restent et parvient à atteindre sa maison. Cependant, le sentiment de sécurité ne dure qu'un instant. Ghostface est déjà là. Sidney, pris par l'urgence, appelle immédiatement sa fille et l'avertit que Ghostface se trouve à l'intérieur de la maison. Il le sait parce qu'il observe grâce aux caméras de sécurité. D'une voix ferme, bien que tremblante sous la tension, il lui explique qu'il y a une arme rangée dans un coffre-fort et lui dicte soigneusement le code pour l'ouvrir. Avec précision, il lui montre comment tenir et utiliser l'arme. Malgré le chaos, Tatum parvient à tirer sur Ghostface grâce aux conseils de sa mère. La balle touche, mais pas à la tête, ce qui permet à l'assaillant de s'échapper momentanément. Peu après, la situation s'inverse et Tatum finit par être capturé. Sans perdre de temps, Sidney décide de partir à la recherche de sa fille. Lorsqu'il arrive à l'endroit où elle est retenue, il se retrouve face à une scène macabre, conçue comme un jeu cruel. Elle subit des provocations psychologiques, et à un moment troublant, son prétendu frère apparaît même, lui murmurant qu'ensemble, ils pourraient aller très loin. Sidney, cependant, comprend que tout fait partie d'une manipulation soigneusement orchestrée. Il garde son calme, analyse l'environnement et parvient à découvrir où il se trouve. Tatum la trouve attachée à une chaise, vulnérable mais encore en vie, au centre de cette mise en scène tordue. Au milieu de l'affrontement tendu, Ghostface finit par retirer son masque. La révélation tombe. C'est le même docteur qui les a soignés à l'hôpital psychiatrique. Cependant, il n'agit pas seul. Le véritable cerveau derrière tout cela, c'est Jessica. Avec un calme troublant, elle admet avoir voulu raviver l'héritage de Stu Matcher, non seulement comme figure, mais aussi comme symbole de chaos et de manipulation. Jessica s'approche de Sidney, et mêlant mépris et admiration déformée, affirme ne plus la reconnaître. Que cette femme forte qu'elle admirait est devenue, à ses yeux, une déception. Elle révèle qu'elle connaissait les abus subis pendant son mariage, et qu'elle savait qu'elle avait été piégée et vulnérable. Pendant cette période, elle a lu son livre depuis les ténèbres, et est devenue obsédée par le récit qu'elle y a trouvé. Selon Jessica, elle a compris que l'essence de la vie de Sidney a toujours été la même. Affronter le monstre et survivre, tuer le méchant et s'ériger en survivante éternelle. Cette structure et cette répétition quasi mythique l'ont inspirée. Elle a alors choisi de réécrire son histoire. Elle a commencé à planifier méticuleusement, à entraîner son corps, à se renforcer physiquement et mentalement. Elle a suivi des cours de pilates, perfectionné son discours, fait preuve de discipline et, selon elle, est passée en mode Sidney. Obsédée, elle a tué son mari et a échappé à toute punition. Mais loin de se sentir satisfaite, elle a compris qu'elle avait besoin de quelque chose de plus grand. Elle a donc choisi de disparaître, d'effacer ses traces et de commencer à tisser le plan qui culmine maintenant devant elle. Sidney, encore essoufflée mais avec un regard déterminé, lui répond que tout ce qu'elle a fait dans sa vie avait un but différent. Prouver qu'il existe bien une vie après le traumatisme, que tout ne se termine pas dans l'obscurité, l'interrompt-elle froidement. Elle lui avoue que, lorsqu'elle a décidé de disparaître, son esprit était déjà un chaos absolu. Ne supportant plus la pression, elle s'est fait admettre volontairement dans un centre psychiatrique où elle a rencontré le docteur, désormais démasqué devant elle. Là-bas, elle a compris qu'elle voulait transformer son traumatisme en pouvoir
non pas y survivre. Il dit à Sidney que sa véritable renaissance commencera en la tuant. Qu'en l'éliminant, il se débarrassera de tous les fardeaux du passé. Sans hésiter, il ajoute que Lucas est déjà mort, car il ressemblait trop à son père et représentait un rappel qu'il devait effacer. Maintenant, affirme-t-il avec un calme glaçant, il pourra recommencer à zéro. Jessica accuse Sidney de ne rien avoir appris à sa fille Tatum. Rien de précieux, rien de vraiment utile pour survivre dans un monde cruel. Et dans le cadre de sa leçon finale tordue, il promet que Tatum verra sa mère mourir, tout comme Sidney a vu la sienne mourir. Ce sera, selon elle, l'apprentissage ultime. Mais Sidney n'est pas prête à devenir une victime de plus. D'un geste rapide et déterminé, elle frappe Jessica, la déstabilisant. Une lutte violente s'ensuit, des coups de feu retentissent dans l'espace clos. Au milieu du chaos, Jessica s'échappe et Sidney la poursuit, tout en disant à sa fille d'appeler une ambulance pour aider son père, qui était encore en vie. Ce qui suit est un combat éprouvant, physiquement et émotionnellement dévastateur, où coups, chutes et coups de couteau s'enchaînent brutalement. Sidney, épuisée mais déterminée, parvient à poignarder Jessica. Cependant, celle-ci survit à l'attaque et continue de se battre avec une fureur désespérée. Grâce à l'intervention décisive de Tatum, qui trouve le courage, il lui tire une balle dans la tête. Le tir est précis, Jessica tombe et ne se relève pas. Le cycle s'achève encore dans le sang, mais aussi avec la survie. Bientôt, les sirènes retentissent et la police prend le contrôle. Au cœur du chaos, l'équipe de Gale a survécu, malgré quelques blessures légères. Professionnels, ils préparent une émission spéciale pour couvrir les événements. Pendant ce temps, Mark est transporté d'urgence à l'hôpital pour y recevoir des soins. Sidney, encore sous le choc mais consciente, s'approche de Gale et lui présente ses excuses sincères. Elle lui avoue regretter de ne pas avoir été à New York lors de l'attaque des soi-disant Ghostfacers, et lui demande franchement si elle peut encore lui faire confiance. L'échange n'est pas seulement professionnel, mais profondément humain. Toutes deux ont survécu trop de fois pour continuer à garder de la rancune. Plus tard, Sidney s'adresse à sa fille Tatum et lui explique la signification de son prénom. Il lui dit qu'il l'a appelée ainsi, en hommage à une amie qu'il a profondément aimée. Une personne courageuse, disait toujours la vérité, même sans filtre. Ce geste exprime mémoire, gratitude et permet de garder le passé vivant, sans qu'il détruise tout. La mère et la fille s'enlacent et se disent « Je t'aime », avec une sincérité qui dépasse l'horreur vécue. Elles décident ensuite d'aller à l'hôpital soigner leurs blessures et accompagner Mark pendant sa convalescence. Avec cette image d'unité et de résistance, l'histoire touche à sa fin. Nous avons une scène post-générique où Mindy réalise son rêve de faire un reportage en direct à la télévision sur les événements récents, avec son frère Chad comme caméraman. Ainsi se termine l'histoire. Si cela t'a plu et que tu veux plus de résumés comme celui-ci, n'oublie pas de liker la vidéo et en minutos. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.